Bonjour à tous, bienvenue dans le 7-9, très bon début de journée. Tout de suite le journal, en voici les principales informations. Les Nations Unies ont salué hier, lors d'une réunion de haut niveau, l'initiative marocaine pour former des imams africains. Une initiative qui tombe au bon moment et qui vise à lutter contre l'extrémisme et le terrorisme en prônant un islam authentique. Visite également dans cette édition de ce qui est devenu la plus grande gare du Maroc, fraîchement inaugurée. La gare de Casaport fonctionne mieux que prévu, immense et ultra moderne. Nous vous ferons découvrir ce qui est devenu plus qu'une gare pour les Casablancais. Et puis enfin, alors qu'Ebola continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest, les États-Unis annoncent avoir enregistré le tout premier cas d'infection de la maladie au Texas. C'est le premier cas hors d'Afrique. Nous ferons le point dans ce journal. Et donc hier, l'ONU a salué les efforts du Maroc dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, notamment grâce à l'initiative royale de former des imams africains. Le sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires politiques a donc remercié notre pays pour cette initiative qui intervient au bon moment. C'était lors d'une réunion de haut niveau du comité contre le terrorisme. Plusieurs pays africains ont souhaité d'ailleurs renforcer leur coopération avec le Royaume pour instaurer un islam authentique aux valeurs de dialogue, de tolérance et de modération. Manal Ardari. Le Maroc donne l'exemple dans la lutte contre l'extrémisme. Le Conseil de sécurité de l'ONU a salué l'approche marocaine et les initiatives qui prônent un islam de dialogue, de tolérance et de modération. Des valeurs transmises à plusieurs pays de l'Afrique à travers la formation de leurs imams. Selon l'ONU, le Maroc est doté d'une bonne pratique en matière d'enseignement de la religion, un enseignement d'une extrême importance pour reconstruire le champ religieux. Il permet de faire face aux prêches extrémistes dans la région. Jusqu'à présent, le Royaume a formé 500 jeunes imams maliens et 500 Guinéens porteurs d'un message de qualité et de rigueur. Le Mali et la Guinée veulent ainsi renforcer leur coopération avec le Maroc dans le domaine religieux, car la lutte contre l'extrémisme est un projet à long terme. La Côte d'Ivoire souhaite elle aussi bénéficier de ces formations religieuses. L'objectif est de moraliser une société attachée au rite malikite. En mai dernier, le souverain a lancé les travaux de construction de l'Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates. Il devrait accueillir des étudiants marocains, arabes et africains. Objectif, inculquer aux nouvelles générations un islam du juste milieu. Par ailleurs, l'association Forum de l'enfance a appelé à une intervention de l'ONU pour sauver les enfants des camps de Tindouf de l'enrôlement dans l'armée. L'association exige l'ouverture d'une enquête internationale afin de mettre fin aux atrocités que subissent les populations séquestrées dans les camps en territoire algérien où elles sont prises en otage par le Polisario. Elle insiste sur l'impératif de prendre les mesures nécessaires pour traduire en justice les responsables de ces graves violations. L'information ce matin, c'est donc aussi le ministre algérien de la Justice qui s'est exprimé à la télévision publique hier. Certains des membres du groupe qui a enlevé et assassiné le guide français Hervé Gourdel en Algérie auraient été identifiés. Selon le ministre Taïeb Loh, c'est le groupe des soldats du califat issus d'Aqmi, mais qui a fait allégeance au groupe terroriste Daesh. Jusqu'à l'assassinat d'Hervé Gourdel, cette mouvance était encore inconnue en Algérie. Pour l'instant, le ministre n'a pas donné plus de précisions sur les auteurs identifiés. François Hollande, on le rappelle, avait espéré au nom de la France que les autorités algériennes fassent la lumière sur la mort du guide de montagne français. Et en Algérie, toujours ce drame de la route qui a causé la mort de 21 personnes. Ça s'est passé à Larouette, à 400 km au sud d'Alger. 2 autocars sont entrés en collision. On compte aussi une trentaine de blessés. Mais le bilan pourrait s'alourdir vu la gravité de l'état de santé de plusieurs de ces blessés.
Au Maroc à présent, je vous le disais, Casa Port est donc devenue la plus grande gare marocaine. En plus d'être immense, elle est ultra moderne. Un vrai projet structurant pour la ville. Ces travaux ont coûté la bagatelle de 400 millions de dirhams. Cela fait à peine quelques jours qu'elle est opérationnelle et pourtant, ça fonctionne mieux que prévu. Et vous allez le voir, Casa Port, c'est aussi des magasins et des restaurants. Plus de détails dans ce reportage de Shafiq Faiz, Kamel Roneim avec Amina Ben Khalaq. Une gare immense, certains s'y égarent même. 5 jours après l'inauguration, les Casablancais essaient de s'habituer à cette nouvelle version de Casa Port. Une version plus sophistiquée, avec des prestations variées. Pour beaucoup, elle est à l'image de la métropole. Cette gare a tous les équipements nécessaires, tout ce dont nous avons besoin. J'espère que les autres villes suivront l'exemple de Casablanca. Elle répond aux attentes des habitants. C'est une gare moderne, mais qui garde une touche architecturale casablancaise. Elle attire déjà beaucoup de monde. La gare devrait accueillir 20 millions de passagers par an et 5 000 aux heures de pointe. Elle répond à tous les soucis des voyageurs. Le problème des aires de stationnement, par exemple, a été évité grâce à un parking souterrain de 480 places au 2e et 3e sous-sol. Le premier sous-sol, lui, abrite des galeries commerciales et des restaurants. Les plus prestigieuses enseignes internationales y ont élu domicile. Casa Port se veut aussi un cadre de vie. La particularité de cette gare, c'est qu'elle offre la plus grande variété de prestations aux voyageurs. Casa Port, c'est aussi un pas en avant pour le projet de pôle urbain, car son environnement est aussi important. Il y a la mosquée Hassan II, le port et l'ancienne Médina. Et pour intégrer la gare dans cet environnement, il y a le projet Ouessal Casablanca Port. Après la nouvelle gare, le projet passe au chantier suivant, celui de la construction d'hôtels, de centres d'affaires et de commerce. Et dans l'actualité également, alors qu'un premier cas d'Ebola vient d'être diagnostiqué aux États-Unis, le virus continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria également. Les autorités tentent d'éviter de nouvelles infections avec l'aide des Américains. Les précisions de Manal Ardali. 3000 personnes ont succombé au virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé précise dans son dernier bilan que la moitié des cas touchés ont trouvé la mort en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a ouvert un corridor humanitaire aérien pour acheminer l'aide dans les pays frappés de plein fouet par la maladie. Le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. À Monrovia, Ebola est plus qu'une maladie. C'est une véritable source de dépression et de ségrégation sociale. À cause d'Ebola, le pays est divisé. Il y a des gens qui n'osent même pas s'approcher de nous. Tout le monde nous évite. On a beau essayer d'éviter la maladie. On prend les précautions nécessaires, mais la maladie est toujours là. Un médecin américain qui a contracté le virus en Sierra Leone a été transféré dimanche aux États-Unis. Il est placé en quarantaine dans une clinique des instituts américains de la santé. Conscients du danger, les États-Unis ont dépêché un groupe d'ingénieurs au Libéria. Ils devraient construire une unité médicale dans le principal aéroport du pays. Je suis très heureux d'être ici. C'est bien d'être capable de faire son travail et d'être en même temps en mission humanitaire. C'est bien de prêter main forte aux gens qui en ont besoin. L'épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'apparition du virus en 1976, ne cesse de se propager malgré les efforts des pays concernés. L'ONU a appelé jeudi dernier ses pays membres à se concerter pour lutter de manière efficace contre l'épidémie. Je vous le disais, un tout premier cas d'infection de la maladie a donc été diagnostiqué hors d'Afrique. Ce cas a été détecté aux États-Unis. Le Centre de contrôle des maladies américain l'a annoncé hier. Le patient est hospitalisé au Texas. L'homme avait voyagé au Libéria avant de revenir au Texas, où il est arrivé par avion le 20 septembre dernier sans aucun symptôme. Les premiers signes de la maladie ne sont apparus que vers le 24 septembre dernier. Cependant, selon les médecins, il n'y a aucun risque que cette personne ait pu infecter des passagers à bord de l'avion, puisqu'ils n'avaient alors aucun symptôme. Le virus Ebola ne se transmet pas par voie aérienne, il faut le préciser, comme la grippe par exemple. Il se transmet plutôt difficilement.
L'actualité internationale, c'est aussi l'Irak où les violences continuent. Au moins 35 personnes ont trouvé la mort et 80 autres ont été blessées dans une série d'attentats à la voiture piégée et des tirs de mortier. Des attaques qui ont ciblé hier des quartiers à prédominance chiite de Bagdad. Ces attentats n'ont pas été revendiqués pour l'heure, mais les djihadistes de l'État islamique qui mènent une offensive d'envergure depuis juin dernier dans le nord de l'Irak ont dit être les auteurs de plusieurs attaques suicides dans la capitale depuis le début de l'année. Et on fait le point justement sur l'avancée des djihadistes dans la région qui se sont emparés de larges pans de territoire en Irak et en Syrie également. L'État islamique a atteint ce matin les portes de Ain al-Arab, autrement appelé Kobané, dans le nord de la Syrie. De leur côté, les forces kurdes ont lancé une offensive sur 3 fronts contre les djihadistes. En Irak, la Grande-Bretagne a de son côté lancé ses premières frappes depuis qu'elle s'est ralliée à la coalition internationale. 2 chasseurs bombardiers Tornado sont venus appuyer les troupes kurdes. Selon les responsables Peshmerga, les opérations kurdes se déroulent au nord de Mossoul, contrôlée actuellement par l'État islamique, au sud de la ville pétrolière de Kirkouk et contre une ville à la frontière syrienne. Au total, l'armée américaine a procédé à plus de 4000 sorties aériennes depuis le 8 août dernier en Irak et en Syrie. La campagne de frappe en Syrie a fait en une semaine au moins 211 morts parmi les djihadistes et 22 parmi les civils, des chiffres qui nous viennent de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et on continue avec le Japon et un bilan qui s'alourdit après la dernière éruption volcanique. On apprend que 7 nouveaux corps ont été retrouvés au sommet du volcan. Ces victimes viennent s'ajouter à 36 autres qui avaient été découvertes entre samedi et lundi dernier. Les opérations de secours ont repris ce matin. Les autorités locales avaient précédemment reconnu que le bilan pourrait s'aggraver. Des personnes ayant pu disparaître sans qu'on en ait encore connaissance. Selon les médias, on resterait encore sans nouvelles d'au moins 20 personnes. Retour au Maroc. Nous sommes à 2 mois du coup d'envoi du Mondial des clubs, une compétition organisée cette année au Maroc. Et pour accueillir cet événement sportif d'envergure, le Royaume a lancé des chantiers de réaménagement. Le complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat est en pleine rénovation, par exemple. Une conférence de presse s'est tenue hier. Objectif à informer sur l'état d'avancement des travaux. Plus de détails dans ce reportage. Il est signé Raja Fadli Kamel Rouneim avec Salma Bouchafra. Une pelouse entièrement refaite, des gradins peints aux couleurs nationales et des tribunes de presse plus spacieuses. À le voir de plus près, on ne reconnaît plus le stade. Le complexe sportif Prince Moulay Abdallah fait peau neuve. Une mise à niveau qui a nécessité 220 millions de dirhams. Après 4 mois de rénovation, les travaux touchent à leur fin. L'horloge tourne et tout doit être prêt avant le coup d'envoi du mondial des clubs. Les travaux ont atteint 98%. Nous sommes à présent dans la phase d'essai. Ce qui est sûr, c'est que le 18 novembre prochain, le complexe sera prêt pour accueillir la finale de la Coupe du Trône. Ce sera l'occasion de tout vérifier en temps réel. Et pour tenir au courant l'opinion publique de l'état d'avancement des travaux, les médias nationaux ont été conviés à une visite guidée dans le complexe, suivie d'une conférence de presse. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est livré à l'exercice des questions-réponses. Une phrase à retenir de Mohamed Ouzine, la rénovation du complexe vient conforter l'infrastructure sportive du Royaume. Le Maroc dispose de 4 complexes adaptés aux normes de la FIFA. Ces infrastructures vont permettre à notre pays d'accueillir les plus grandes manifestations sportives. N'oublions pas aussi qu'une convention a été signée devant le roi Mohamed VI pour réaménager le grand stade de Casablanca. Le ministère participe au financement de ce projet avec une enveloppe de 130 millions de dirhams. Et d'autres projets suivront. Les négociations sont en cours afin de faire bénéficier les complexes sportifs de Fès et de Oujda d'un réaménagement. En 2015, le coup d'envoi sera donné aux études de mise à niveau. Voilà pour le journal. Tout de suite, on s'intéresse à l'actualité en France. Avec Mustapha Tossa en direct de Paris. Bonjour Mustapha.
Bonjour Naïma. Alors on va revenir sur les récentes élections partielles au Sénat, on l'a vu, elles ont confirmé la percée de l'extrême droite en France avec l'entrée au Palais du Luxembourg de 2 sénateurs Front National. Comment lire cet événement, Mustapha ? Il faut le lire de la manière suivante. L'extrême droite, le Front National qui était dans les années 90 une étrange bizarrerie de la vie politique est en train de s'installer comme une force incontournable après les municipales, les européennes. Le voilà qui fait son entrée au Sénat. Il confirme sa progression au sein de la société française. C'est pas encore, il ne faut pas non plus exagérer le trait, ce n'est pas encore l'invasion des palais de la République, mais il faut dire que la direction du Front National se réjouit à haute voix et certains de ses porte-voix disent il ne leur reste maintenant que le palais de l'Élysée. Alors ce résultat va encore plus pousser les gens du Front National à exiger la démission et la dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'ils estiment que l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la vie politique française. Donc encore une fois, le Front National conforte sa présence et sa progression au sein de la vie politique française. Et le Sénat donc est passé à cette occasion sous la houlette de la droite, qui a été interprété comme un désaveu supplémentaire pour la gouvernance de François Hollande. Oui, et sous la houlette de la droite, et il faut dire qu'il y avait une guerre assez souterraine, assez forte entre 2 personnalités de la droite, Jean-Pierre Raffarin et Gérard Larcher. Et hier, on a appris que c'est Larcher qui a beaucoup de chances d'être désigné comme président du Sénat. Effectivement, c'est une autre défaite de la gouvernance de François Hollande. François Hollande n'arrête pas d'apporter du changement à son casting, à changer de gouvernement. Il a proposé une autre politique. Il n'arrête pas de vendre aux Français un nouveau projet politique, mais apparemment ça ne marche pas puisque à n'importe quel scrutin, ça ne fait que conforter le désaveu et le désamour dont il dispose. Donc voilà encore, c'est vrai que le Sénat n'est pas cette cité stratégique qui va influencer sa politique, ce n'est pas le Sénat qui va faire les lois et la politique, mais le Sénat dispose d'une capacité de nuisance assez importante. Il peut bloquer un certain nombre de lois, il peut vendre à l'opinion la mauvaise gouvernance de François Hollande, il peut se transformer en un acteur qui dit aux Français à quel point François Hollande gouverne mal la France. Donc voilà, François Hollande vient de perdre cette petite citadelle qui est le Sénat. Il n'a pas encore perdu tout, mais c'est très révélateur des difficultés et des défis qui attendent François Hollande dans les mois à venir. Et l'actualité en France, c'est aussi la droite qui est en train de s'organiser avec le retour de Nicolas Sarkozy. Hier, mardi, c'était le dernier jour de dépôt des parrainages pour les candidats à la présidence de l'UMP, le parti donc de l'opposition. Comment s'annonce cette bataille, Mustapha ? Alors cette bataille, elle annonce écrite d'avance. Personne ne mise vraiment un copec sur les concurrents de Nicolas Sarkozy qui sont les anciens ministres Hervé Mariton et Bruno Le Maire. Tout le monde est convaincu que Nicolas Sarkozy, une machine extrêmement lourde, son retour spectaculaire à la vie politique, son meeting dans le nord de la France qu'il a tenu récemment, ne peut pas ne pas gagner cette présidence de l'UMP. Mais personne ne mise aussi sur le fait que Nicolas Sarkozy sera l'homme de la droite pour les prochaines présidentielles, pour la simple raison qu'il a au sein de sa propre famille des oppositions extrêmement radicalisées, comme François Fillon, comme Jean-Pierre Raffarin, comme Alain Juppé qui s'apprête à mener une grande bagarre médiatique contre Nicolas Sarkozy. Donc si Nicolas Sarkozy est assuré de prendre et de gagner la présidence de l'UMP parce qu'il est le seul à disposer d'un noyau dur au sein de l'UMP pour le soutenir et pour organiser entre guillemets le désir de son retour, il n'est pas du tout certain d'avoir l'ensemble de l'UMP puisqu'il va y avoir une opposition extrêmement tranchée et cela va pousser l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à montrer son visage qui n'est pas du tout rassembleur, qui est clivant et qui peut nous garantir beaucoup de surprises. Donc on peut s'attendre à ce que la famille de la droite puisse se réécrire sa partition de manière radicale. Beaucoup de gens pensent que peut-être avec Nicolas Sarkozy, l'UMP va mourir et on va assister à la naissance d'un nouveau parti avec de nouveaux règles, un nouveau projet et un nouvel agenda pour affronter la gauche gouvernante en 2017.
Moustapha Tossa en direct de Paris pour Média TV. Merci Moustapha, on vous dit à très bientôt. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Elle est signée Taoufik Nasseri. On revient tout de suite après ça, restez avec nous. Découvrez les